dans Barcelone. Ils sont assassinés le 4 mai 1937. Une quinzaine de militants des jeunesses libertaires sont retrouvés dans les travées de Montjuïc. Ils sont assassinés par les staliniens dans cette période-là. Il y a des militants du POUM qui sont retrouvés assassinés dans cette période. Le POUM, du reste, ne fut-il pas interdit et accusé de faire le jeu des franquistes dans cette période-là? On interdira les journaux du POUM, on va emprisonner un peu plus tard André Snin, un certain nombre de militants. On ne touche pas encore aux militants de la CNT, parce que je dirais à l'instar du POUM, qui est un petit parti, il aura tout au plus 20 à 30 000 militants au cours de l'expérience, je dirais, en Catalogne. La CNT ira jusqu'à un peu plus de 2 millions d'adhérents, avec la faille qui a à peu près 100 000 militants et militantes, bien évidemment. Hein. Et cela, évidemment, implique que, même si en mai 1937, les communistes ont tenté de lancer un coup d'État réactionnaire, évidemment, ils se sont mordus les doigts, parce que dans Barcelone, ils ont été dégagés, ils n'ont pas pu garder la Telefónica, ils se sont fait dégager, il y a des barricades qui se sont montées, et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait contre le POUM, ils n'avaient pas encore les moyens de le faire contre la CNT, mais ils vont les trouver très rapidement pour les faire, y compris contre la CNT au mois de juin et en juillet 1936. Alors maintenant, passons aux réalisations du printemps libertaire depuis le Cerdà. Parce que quand on parle des anarchistes sanguinaires, est-ce qu'ils tuaient le cochon tous les jours? Est-ce qu'ils égorgeaient des gens veux-tu en voilà? Ou est-ce qu'il y avait une expérience libertaire qui se passait de l'autre côté de la frontière? Et pour ce faire, on a préféré donner la parole à un journaliste bourgeois, le Petit Parisien. Le journaliste s'appelait Louis Roubaud, parce que je n'ai pas son âge, et comme c'est en 1936, il est peut-être décédé, ce brave homme. Mais il écrit dans le journal Le Petit Parisien du 19 décembre 1936, on est en décembre déjà. Ce texte est dans la Révolution prolétarienne que j'ai ici sous la main, qui est un journal syndicaliste révolutionnaire. Ce numéro-là est celui du 25 décembre 1936, qui relate donc ce qu'ils ont eu quelques jours auparavant dans Le Petit Parisien. Le titre de l'article, c'est « Premier pas à travers la presse bourgeoise » et je viens de rentrer au pays des honneurs. Je vais vous le lire doucement, c'est intéressant. Par la Calle Florenza, nous atteignons la Plaza Salmerón et l'auto s'arrête devant le porche de l'Ayuntamiento, l'hôtel de ville. Voilà, pensais-je, la résidence du gouvernement où doit me recevoir Antonio Martini. J'ai laissé l'orthographe exacte qui est là-dedans. Le journaliste a rajouté un « i ». C'est une erreur historique, mais en tous les cas, c'est une source. Voilà. Non, ce n'est pas ici. Entrez tout de même, me disent mes compagnons, vous allez voir à la fois un beau panorama et l'une des applications du nouveau régime. Il n'y a aucune raison pour que le comité s'installe dans un palais. Montez cet escalier, vous visiterez le salon de coiffure. Pardon, il est trop vite, je pense. Tu es trop vite? Moi je comprends le français. Ma lecture. Trop vite, oui. Ah ouais. Alors, première chose, les salons de coiffure. Le journaliste dit, hier encore, il y avait des coiffeurs, patrons ou garçons de salle, dans plusieurs salons en concurrence, où l'on saignait, coupait et rasait chevelures et barbes. Aujourd'hui, chaque patron a installé son fauteuil et son lavabo dans une véranda de l'hôtel de ville. Tous travaillent côte à côte. Ce n'est pas à eux que les clients versent le prix de la taille, de la coupe, de la friction, du complet, mais à un caissier municipal ou provincial au tarif officiel. Le salon de coiffure, m'ayant initié, je fus moins surpris par la coopérative alimentaire, un marché ouvert, fonctionnant d'après les mêmes principes. Chaque commerçant y conserve sa boutique, boucher, charcutier,
crémiers, épiciers vendent au tarif et n'encaissent rien pour leur compte. Il en va de même pour toute la vie économique et sociale. Chacun accomplit son métier, sa profession, sa fonction pour un traitement hebdomadaire déterminé et paie ses achats au prix du barème officiel. Constaté, remarquent mes compagnons, la machine marche normalement. La population n'est pas malheureuse. Je constate, hommes, femmes, enfants me paraissent en bonne santé et humeur, convenablement vêtus, nourris. L'existence continue et le travail et les plaisirs. La vie populaire est inchangée. Des gamins s'amusent, des ouvriers travaillent de leur métier, des femmes s'occupent de leur ménage. Excusez-moi, mais on est en 36. Que dites-vous de la vie des anarchistes? Allons voir un ami au Grand Casino. Oui, au cercle populaire. À l'ancien casino. Dans l'ancien casino, transformé en cercle, la salle de café, chauffée par un poêle monumental, s'orne d'affiches de propagande. La plus remarquée et remarquable d'art et de dimension représente une croix gammée cassée, écrasée par une sandale catalane, le coup de pied de l'anard au nazi. On fume et on boit ici, mais dans les salles voisines, les loisirs populaires trouvent de plus intellectuelles distractions, théâtre, cinéma, bibliothèque. Je rencontrerai encore cette préoccupation éducative au centre des jeunesses libertaires, installé dans une ancienne villa de la Calle du docteur Pigoyen. Le propriétaire a disparu par je ne sais quelle route. La demeure a été aménagée pour un nouvel usage en utilisant les tableaux, les livres, les objets scientifiques. Les salles du rez-de-chaussée s'ouvrant sur un agréable jardin sont devenues salles de conférence, jardin de sport. Ici, parmi les belles choses, vivent deux idéalistes, l'un anarchiste intellectuel de grande culture et de parfaite abnégation. Il a sauvé de l'autodafé des ouvrages et manuscrits précieux qu'il classe et range maintenant avec amour. Historien, savant, chartiste, cet homme de notre monde, à barbe de physicien, amputé d'un bras et muet par accident, paraît surgir d'un tableau de Rembrandt ou d'un poème de Goethe. Nous ne pouvons converser qu'en écrivant, après m'avoir montré des bibles manuscrites, il trace sur un bloc-notes, des ignorants voulaient brûler tout ça. Il m'apporte une Henriade reliée en plein marocain, blanc, et d'autres précieuses éditions sollicitant mon admiration d'un geste. L'autre conservateur est le prototype même du libertaire des temps héroïques, l'ange dynamiteur capable de toutes les haines par excès d'amour. Un jeune homme à la chevelure noire abondante et ondulée, visage à la fois tragique et doux, efféminé et énergique. Des gestes précieux, une voix de chantre et la pipe aux lèvres, prêt à tous les sacrifices, à tous les combats pour le bien des hommes sur la terre. Il vit son rêve. Les riches et les oppresseurs sont partis, ayant laissé toute construite la cité. On a démoli les institutions en conservant et utilisant les instituts. Vous voyez, sauf l'Église, tout est intact. En effet, par la Calle de la Révolution, j'arrive à l'emplacement de la cathédrale où les maçons anarchistes achèvent de détruire pierre par pierre la belle Santa Maria. Les trois nefs, les rétables du XVe siècle, la tour sont abattus. Seul subsiste le portail de marbre de style ogival qui sera, me dit-on, préservé. Dressé sur les gravats, il apparaît comme une sorte d'arc de triomphe étrange, une porte inutile et somptuaire entre la Calle Mayor et la Calle de los Errores. C'est vrai, la vie continue. Les enfants chaudement vêtus, s'amusent aujourd'hui comme hier. Les femmes vont au lavoir, à la fontaine, les hommes à leur bureau, à leur atelier. Ni tristesse anormale, ni gaieté excessive. Chacun dépense à sa convenance et à sa suffisance le salaire unifié. Chacun a de la nourriture et des loisirs. Mais l'installation était faite. Les monuments publics, les halles, le casino, les appartements ont été bâtis sous l'Ancien Régime. La cité libertaire ne date que de quelques mois.
Elle loge en meublé. Et une petite allusion est faite à Antonio Martin. Le journaliste dit « On ne pourra pas, en tout cas, je le répète, reprocher au gouvernement d'avoir contrevenu aux lois égalitaires en habitant un palais. Le maître de Cerdagne, et il met une parenthèse, qu'on me pardonne les mots maître, chef du gouvernement, dont je ne connais pas l'équivalence en anarchie. » Fermez la parenthèse. Donc, Antonio Martin, délégué au gouvernement du conseil administratif, à son bureau dans une modeste demeure. Il est assis devant une table, une dactylo blonde tapote le clavier à son côté, ses camarades l'entourent debout ou assis dans la fumée du tabac noir. C'est un homme de 35 ans, très brun, par le col évasé du classique blouson de cuir à fermeture éclair, on aperçoit le chandail chamarré qui sert un buste mince, des hanches étroites, physionomie volontaire, ardente et souriante. Une jambe raide sous la table et appuyée des deux mains sur le boulevard, il parle, cherchant l'expression exacte de sa pensée, en prenant des temps et en se penchant vers les papiers et les dossiers accumulés devant lui. Je termine là, donc, ce qui est exposé par un journaliste qui ne peut à aucun moment être soupçonné d'avoir quelques, disons, idées généreuses à notre égard. Il fait son boulot, il dit ce qu'il voit. Et j'ai découvert tout récemment le témoignage d'un militant. Le témoignage d'un militant par la voix de sa fille. Ce militant s'appelle Federico Gargallo. Et sa fille a contribué à faire vivre le témoignage de son papa, qui est mort bien sûr depuis. Et il y a un ouvrage qui a été tout récemment publié. Alors, l'itinéraire exemplaire, presque un siècle durant, d'un homme humain, il s'agit bien sûr de Fernando Gargallo, profondément humain et révolté. Federico Gargallo, qui conjugua au présent de tous les temps de son existence la liberté de vivre libre et insoumis, de son expérience autogestionnaire durant la révolution sociale espagnole, 1936-1939, il gardera un souvenir impérissable et tangible qu'une autre réalité est possible pour un futur fraternel et actuel. Toujours Fernando, fier d'avoir participé et contribué à une expérience autogestionnaire en Catalogne, il était en mesure de démontrer concrètement à tous ses détracteurs que les réalisations humaines, concrètes et libertaires ne sont pas des utopies, malgré et contre les fascistes et staliniens en Espagne durant la révolution sociale libertaire espagnole de 1936. De cet amour de la transformation sociale, dans le respect de chaque individu au sein de la communauté, Durruti répondait à un journaliste anglais « Nous n'avons pas peur des ruines, nous portons un monde neuf dans nos cœurs ». Federico, sous l'impulsion de sa fille Gloria, donc, a rempli un grand cahier rivé à sa mémoire et nous raconte donc son histoire. De ce récit, sur un laps de 90 piges, il est décédé à cet âge-là, il épuise les matières et les commentaires dans ce livre, histoire aussi de ne pas oublier les cœurs purs, tels que les interprétés dans une chanson Jean Roger Cossini. Il partagera